Bienvenue sur le dernier labo de l'édition 2013 de Graphitech. Aujourd'hui, le thème est impression 3D à Graphitech. Ces derniers jours, nous avons démontré que Graphitech était plus que jamais tourné vers l'avenir. Aujourd'hui, nous rentrons dans le domaine presque de la science-fiction qui devient réalité avec l'impression 3D. Autour de cette table, nous avons réuni Eric Bredin, marketing directeur EMEA de l'entreprise Stratasys, qui nous présentera, qui est le leader mondial de l'impression 3D. Antoine Roux, directeur de Print O'Clock, qui a une expérience récente mais très présente de l'impression 3D qu'il va nous faire partager et quelques idées aussi concernant l'impression 3D et les industries graphiques. Et Emmanuel Vivier, associé de Hub Institute, qui a fait une étude et qui a des idées, lui alors, qui vont nous emmener, je le pense, très 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 loin. Nous allons commencer par Eric Bredin, marketing directeur de EMEA pour Stratasys. Alors, en introduction, Eric connaît très très bien l'impression 2D, puisque Eric a été directeur de Indigo France pendant plusieurs années. Donc c'est un grand spécialiste des industries graphiques chez Indigo, puis HP Indigo, qui est maintenant directeur marketing de EMEA de Stratasys. Donc, et petite précision, Eric vient directement du salon du Bourget où il expose pour nous parler à Graphitech de Stratasys. Donc, quelques questions. Vous nous présentez Stratasys, d'abord un des leaders de l'impression 3D. Eric ? D'abord, bonjour, merci de nous inviter à cette présentation. Oui, alors pour préciser, le salon du Bourget, ça commence lundi prochain, mais donc en phase de préparation. Stratasys, oui, donc c'est un des leaders internationaux dans l'impression 3D. Structure d'une société qui est la fusion de deux sociétés, une qui s'appelait Objet, l'autre qui s'appelle Stratasys, qui développe des technologies d'impression 3D, une basée sur un cœur de technologie qu'on appelle FDM, qui est du dépôt de fil, l'autre basée sur une technologie qu'on appelle Polyjet, qui est en fait de la gestion de résine qui est injectée par des têtes jets d'encre et qui permettent d'aller simuler les deux technologies, des pièces imprimées en 3D dont les propriétés mécaniques, les caractéristiques en termes de matériaux vont différer en fonction de leur exploitation. Donc bref, vous êtes chez le leader de l'impression 3D qui maîtrise deux technologies, en résumé. En résumé. Et qu'est-ce qui vous a attiré de l'impression 2D vers ce nouveau challenge de l'impression 3D, Eric ? Alors personnellement, on va dire que c'était le même constat quand à peu près il y a 20 ans exactement, oui en 93, quand j'ai vu la première fois la feuille d'une imprimante, d'une presse numérique sortir. Il y a un effet de petit œil qui scintille, qui pétille en voyant une réalisation que l'on ne croit pas possible. Donc, et quand j'ai vu il y a 3-4 ans maintenant les sorties imprimantes de 3D, j'ai eu le même petit œil qui s'est mis à scintiller en se disant « Waouh, il y a quelque chose qui est intéressant et qui permet d'aller projeter des applications dans un univers qui est assez large dans ces domaines d'industrie ». Connexe par certains éléments dans l'impression 2D, mais aussi très différent dans la verticalité de ces applications. Et pourquoi parle-t-on, parce qu'on verra que les réalisations sont sensiblement différentes de ce que l'on voit par ailleurs sur Graphitech, mais pourquoi parle-t-on d'impression 3D donc en fait ? Bonne question. Les utilisateurs qui ont depuis de longues dates utilisé des technologies qui permettent de réaliser ce qu'on appelle des prototypes, quand ils ont vu arriver ces notions d'impression, ils disent « Mais oui, pourquoi vous appelez ça une imprimante ?» Ce qu'il faut savoir, c'est que l'origine de ces technologies qui étaient utilisées pour faire des prototypes était assez conventionnelle, assez traditionnelle, un peu comme on le voyait dans l'impression classique. On a vu des technologies, pas ancestrales, mais des technologies qui étaient très conventionnelles, migrer vers du numérique. Il y avait ce qu'on appelait dans le domaine du 3D, la stéréolithographie, de la machine-outil qui permettait d'aller créer des prototypes. Et quand les technologies, telles que les technologies que l'on avait développées par exemple chez Objet, à base de jets d'encre, qui utilisent des moteurs d'impression comme ceux que l'on trouve dans des systèmes d'impression numérique classiques pour faire du grand format ou faire de l'impression à plat. Comme Scodix par exemple. Comme Scodix par exemple. À partir de ce moment où on avait besoin de positionner une technologie en complément qui pouvait en plus se dimensionner vers le haut, vers le bas, en termes de taille de produit, il était naturel d'utiliser le terme d'impression
et d'y adjoindre le terme 3D parce que ça positionnait tout de suite un potentiel d'application, un potentiel de technologie assez large. En résumé, il s'agit d'impression jet d'encre en plusieurs et multiples couches. Alors oui et non, parce qu'il y a beaucoup de technologies différentes dans l'univers 3D, et c'est là où on n'est pas dans des standards normés tels qu'on les voit dans l'impression traditionnelle 2D. Vous avez ce qu'on appelle des cœurs de technologie qui peuvent s'appeler du frittage de poudre, vous avez du dépôt de fil, vous avez de l'impression jet d'encre, et là en effet on parle de têtes jet d'encre qui vont déposer des films ou des gouttelettes de résine. Le principe qui est commun à toutes ces technologies, c'est ce qu'on va appeler la fabrication additive. Et le principe de la fabrication additive, à l'inverse d'autres technologies de fabrication conventionnelles, c'est qu'on va fabriquer par couches successives, par strates successives. On empile. On empile, et ce qui permet d'aller créer des designs qui sont novateurs, qui peuvent être novateurs, qui ne peuvent pas être parfois faits d'une autre manière, parce qu'on va pouvoir créer des contenus à l'intérieur sans pouvoir, d'une manière conventionnelle, les réaliser. C'est-à-dire qu'en 3D, on peut imprimer, réaliser, fabriquer, enfin imprimer des objets non réalisables à partir de qui n'étaient totalement non réalisables jusqu'à maintenant. Exact. Vous pouvez nous montrer un exemple, celui-ci, par exemple, qui est une application qui est purement médicale, alors dans ce cadre-là, qui est une aide à la visualisation pour des gens qui font de la recherche médicale. Un objet qui a été réalisé, on va utiliser les capacités d'impression multimatériaux en une seule passe, ce qui serait quasiment impossible sans faire un assemblage, c'est-à-dire couper la forme au milieu, de la remplir avec des éléments et ensuite de les assembler. Là, on fait un élément unique. On peut imaginer qu'on a scanné le cerveau. C'est le cas. C'est le cas. C'est-à-dire qu'on va partir là. C'est réel. C'est réel. On va partir partie d'imagerie médicale. Ça fait partie de l'imagerie médicale parce que les sources des fichiers qui sont exploités dans le domaine de l'impression 3D, soit sont des fichiers de création natifs de logiciels de mise en forme 3D, soit des fichiers qui sont issus d'une numérisation qui peut être celle de scanners ou de systèmes de RMN dans le domaine médical. Bien, mesdames et messieurs, vous avez la tête de Voltaire enfant. Je ne saurais pas vous le dire si c'était Voltaire, mais ça peut ressembler. Alors, un autre exemple, et restons dans les applications. Parlez-nous des applications et peut-être en nous présentant quelques exemples. Quelles sont les applications aujourd'hui en valeur et en volume de l'impression 3D? Alors, les grandes applications majoritaires que l'on a vues dans l'impression 3D, au départ, comme je le mentionnais, c'est ce qui a été issu du prototypage. Le besoin naturel pour tout ingénieur, tout designer qui a besoin de créer un produit qui va se transformer en 3 dimensions parce qu'il va être matérialisé en 3 dimensions, à un moment, il a besoin de valider son concept. Il peut être graphique, visuel sur un ordinateur, virtuel, et il est beaucoup plus facile de pouvoir parler d'un élément qui va être créé et de pouvoir éventuellement en valider certains aspects qui sont de la prise en main, de la fonctionnalité. Cet élément-là, par exemple, dispose de matériaux différents où on va pouvoir appréhender d'une manière fonctionnelle la mise en place sur le visage, voir si le design des éléments individuels ont été respectés. Ce matériau, c'est un masque en fait. Hein. Voilà, c'est un masque de protection et qui est imprimé, pas en totalité. Le seul élément qui n'est pas imprimé, c'est la lanière élastique. Seule la lanière élastique n'est pas imprimée, tout le reste a été imprimé, les 3 matériaux. Voilà. Et alors, les matériaux, ce qui est intéressant, et ça c'est pour comprendre qu'on est un peu loin dans cet univers de l'industrie graphique, le choix des couleurs, par exemple ici, n'est pas un choix qui est un choix de colorimétrie, mais qui est un choix par rapport à des propriétés mécaniques de certains matériaux. Donc les matériaux que l'on réalise, que l'on fabrique dans ces technologies, on peut leur donner la substance, la couleur que l'on veut, mais les ingénieurs qui ont l'habitude de travailler avec certaines matières vont demander à ce que l'on caractérise certains matériaux avec certaines couleurs pour pouvoir soit obtenir une meilleure lisibilité des détails, soit pour avoir un meilleur état de surface, soit pour avoir des propriétés fonctionnelles très différentes. Donc résistance mécanique ou chimique ou absorption à l'humidité. Vous faites une bouilloire, il faut qu'on puisse la tester dans sa fonctionnalité en absorption à l'humidité, par exemple. Et ce masque qui a des supports souples et rigides est sorti d'un bloc, on m'avait dit à l'exception de ces 2 éléments, d'un seul bloc de la même machine. Et là, on a des éléments rigides de 3 couleurs différentes et des éléments rigides et d'autres particulièrement souples, en fait. Exact. Alors le prototypage, un autre exemple. Donc ça c'est toute cette partie de prototypage. Alors ça c'est du prototypage qu'on appelle complexe, qui est fonctionnel parce qu'on va tester ce qu'on appelle les aspects fonctionnels. Quand on reste au niveau du design, le design peut être appréhendé juste par la partie physique imprimée, même si on peut éventuellement visser, dévisser. Et là on a un exemple
qui n'est pas forcément dans sa finalité, qui lui ne sera pas de cette couleur-là. Il pourra être transparent, on pourra simuler du verre. Ça peut être un flacon pour le packaging, par exemple. Exactement. Où là, on peut rejoindre l'industrie graphique parce qu'on va allier des éléments qui peuvent être imprimés par le biais d'autres technologies de jet d'encre ou d'étiquettes et associer le volume à la couleur ou aux éléments graphiques que là, l'industrie graphique connaît très bien. Donc, et le pas de vis est imprimé aussi, on est bien d'accord. Le pas de vis mâle et le pas de vis femelle, hein, les deux d'accord. Voilà. Entièrement fonctionnel, imprimé tel que, et en sortie de machine, on va avoir un produit qui va être directement fonctionnel. Un produit fonctionnel avec en plus des volumes imbriqués dans les volumes. Donc le prototypage, un autre exemple, alors, quand on rentre dans la notion de fabrication, on peut en effet se dire, à partir du moment où on peut prototyper, on peut aussi se dire qu'on peut réellement fabriquer. Donc là, il y a un exemple d'une réalisation qui est là aussi avec plusieurs types de matières. Alors une lampe de poche, je vais essayer d'éclairer la caméra. Voilà, dans laquelle on va, alors c'est sur le petit bouton sur le dessus, voilà, dans lequel on va intégrer des éléments de matériaux souples et de matériaux rigides qui vont permettre de rendre la lampe fonctionnelle avec la mécanique qui a été insérée là par contre dedans. On va pas imprimer, la lampe est sortie en un seul morceau, en une seule pièce. La Exactement. mécanique a été intégrée, enfin la pile bien sûr, a été intégrée après impression. Exactement. Et donc à l'extrême opposé, donc là on est dans un cheminement où on peut aller jusqu'à la fabrication, qu'on appelle fabrication aussi additive, mais fabrication, manufacturing à la demande. On peut pousser l'extrême et on voit naître aujourd'hui beaucoup d'initiatives dans ce sens, les Fab Labs, des industriels qui commencent à diversifier le contenu de leurs produits. Vous êtes éditeur aujourd'hui de smartphones, vous avez des gens comme Nokia qui donnent à disposition de leurs clients les fichiers 3D de façon à ce qu'ils puissent imprimer le contenu. Donc là, par exemple, un smartphone dont je ne donnerai pas le nom, on ne va pas faire de publicité, mais il est sûrement très connu. On peut imprimer en effet sa coque personnalisée. Donc, une coque de iPhone personnalisée avec un mécanisme, et un mécanisme qui tourne. Vous m'avez dit tout à l'heure, parce que je l'ai essayé, j'ai beaucoup joué avec, que en sortie d'impression, en brut de tirage, le mécanisme tournait. Exact. Alors, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, les mécanismes et les fonctionnements des mécanismes peuvent être fonctionnels en sortie d'impression et c'est fonction d'une géométrie. Et pour aller un peu plus loin dans l'explication technique, l'impression 3D, comme elle est en 3 dimensions, nécessite d'être maintenue. La nature n'aime pas le vide, donc on ne peut pas imprimer sur du vide, on est dans la fabrication par couche additive. Donc en fonction d'une certaine géométrie, cet élément-là, si je l'imprime à plat, ne nécessite pas de résine support ou de matériau support. Si je l'imprime comme ça, il va falloir que je mette en dessous de vide des éléments de support. Donc l'élément de support va être éliminé. Donc si j'imprime avec un certain angle, j'aurai besoin d'éliminer le support. Si je l'imprime à plat, je n'ai pas de support à éliminer, donc c'est fonctionnel immédiatement. Si vous avez une boule dans une sphère, par exemple, la boule va pouvoir être libre dans la sphère, mais vous allez auparavant imprimer le support et ensuite dissoudre, laver, nettoyer, éliminer le support de façon à libérer la boule. Exact, il faut pouvoir y accéder. Ce que vous avez compris, c'est que je me suis mal exprimé. Donc... non, il faut pouvoir accéder en effet au contenu qui est à éliminer, mais pour pousser à l'extrême, puisqu'on parlait du Bourget tout à l'heure, dans l'aéronautique par exemple, les industriels qui sont en réflexion permanente sur les capacités de ces nouvelles technologies à amener des solutions qui rendent bien évidemment les produits qui volent moins consommateurs, donc plus légers. On peut faire une géométrie qui va être complexe avec des structures à l'intérieur qui auront les mêmes résistances qu'un bloc massif qui peut être un bloc fabriqué en pleine matière, mais on va travailler les structures en géométrie à l'intérieur, sans support, de façon à lui amener non seulement la légèreté, mais la rigidité fonctionnelle. Donc les drones, les éléments d'aviation aujourd'hui intègrent ces technologies d'impression 3D pour pouvoir fabriquer des pièces qui sont... En prototypage? Non, en fabrication. En fabrication aussi. Donc nous parlions tout à l'heure de valeur et de volume, donc on a le prototypage et on commence à avoir la fabrication en impression 3D dans des métiers ultra pointus, quoi, en fait. Très, très pointus, très diversifiés, de toutes les industries, que ce soit de l'automobile, de l'aviation, du médical, du gimmick plus gimmick, on va dire du grand public. Mais tout un chacun pourra demain s'amuser à accéder à ce genre de choses. Le nerf de la guerre, c'est l'accès au contenu, les fichiers. Comment je fais, comment je design pour pouvoir exploiter sur une petite imprimante. Oui. Qui fait les contenus? Ce sont des fichiers de quels? Ce ne sont pas des PDF, j'imagine Non, on parle beaucoup de les normes, c'est plutôt ce qu'on appelle du STL, des fichiers STL qui sont interprétés par les imprimantes et qui sont reconnus par des couches. Et sont les mêmes fichiers, les mêmes formats de fichiers que sur qui sortent d'AutoCAD, par exemple, Autodesk, de AutoCAD, CAO, DAO, Dassault, du SketchUp, tous les logiciels qui permettent de gérer du 3D. Maintenant, tout le monde n'est pas forcément un grand designer.
Et ce que vous voyez apparaître dans l'industrie, c'est que comme toute industrie manufacturière aujourd'hui, c'est beaucoup appel à des experts et des sous-traitants qui ont des maîtrises sur des éléments. Vous achetez une voiture, aujourd'hui il y a des gens qui font du design pour le phare, il y a des gens qui font du design pour le moteur, il y a des gens qui font du design pour des éléments individualisés, et les fabricants qui font de l'assemblage surtout vont chercher des compétences là où elles sont. Et ces compétences mettent aujourd'hui, au travers de sociétés, mettre à disposition de leurs clients qui assemblent les fichiers 3D, qui sont partagés, qui seront de plus en plus partagés, que d'autres industriels peuvent récupérer, mais qui leur amènent du business aussi. Donc c'est un partage de contenu qui va favoriser le développement de l'impression 3D. Restons business. Donc quel est, d'après vous, le pont, le bridge, s'il y en a un, entre l'impression 3D et l'impression 2D, donc celle des industries graphiques? Il y a quelques chemins, je pense, qui sont possibles. On parlait tout à l'heure du packaging, c'en est un qui est assez évident parce qu'en effet, quand on a du volume 3D, on peut imaginer que le packaging qui s'applique sur des éléments imprimés en 3D, il y a un lien, il y a une connexion assez directe entre des gens qui ont besoin de faire à un moment donné différentes évaluations de projets, de concepts, que l'on va pouvoir présenter à un client. Il va falloir le mettre en couleur, il va falloir faire appel aux technologies et aux expertises de l'industrie graphique. Et là, on peut amener un complément de prestation de service avec ce type de technologie. Il y en a un deuxième, on l'évoquait tout à l'heure, avec des produits comme ça. À partir du moment où on amène de la prestation qui peut être basée sur Internet, tous les développements qu'on a vus et qui existent aujourd'hui encore dans l'Internet pour faire de la prestation genre album photo en ligne. Du web to print 3D. Voilà, on peut faire du web to print. Il y a des sociétés qui en font aujourd'hui, ça existe, des sculpteo.com ou d'autres initiatives qui existent qui permettent d'amener ce type de prestation. Et puis après, bon, les éléments connexes vont permettre de... On va parler de la CAO, DAO également, du dessin des ex-reprographes qui faisaient du plan technique, qui travaillent pour des bureaux d'études, qui peuvent avoir proposer des plans en 3D, enfin qui ne sont plus des plans, mais du maquettage en fait en 3D. Oui, avec certains challenges, parce qu'en effet, on passe d'un univers où on migre d'un workflow, d'un flux de travail qui était organisé sur du 2D, où on faisait en effet du plan technique, et là il y a beaucoup de reprographes qui amènent de la prestation de service pour des gens qui peuvent amener à faire du design industriel, du design d'architecture, bâtiment. Et il faut ensuite amener son flux à migrer vers des technologies qui permettent, au niveau du 3D, d'exploiter le contenu pour l'imprimer en 3D. Alors, il y a toute une mutation qui doit s'opérer pour pouvoir bénéficier de ces éléments-là. Et les acquéreurs que l'on a vus qui adoptent la technologie d'impression 3D étaient déjà préparés à ces flux de travail complètement intégrés en 3D et aussi avaient des produits in fine qui avaient une certaine valeur ajoutée pour leur client final. À partir du moment où vous allez faire de la maquette, que vous allez soumettre de la maquette physique à un client, et que cette maquette a besoin d'amener une certaine valeur, soit émotionnelle, soit en valeur ajoutée, il y a un intérêt. Si vous faites un mur tout bête, au cube, vous pouvez le découper dans du carton. Absolument. Donc il y a une rationalité à avoir entre le produit, les flux de travail, la complexité, mais il y a un potentiel de business. Merci beaucoup Eric pour cette présentation de Stratasys. Nous reviendrons sans doute vers vous lors de la suite du débat. Maintenant, je vais me tourner vers Antoine Roux, le PDG de Print-O'Clock. Alors, Print-O'Clock, c'est une entreprise, vous êtes imprimeur. Vous êtes imprimeur, vous faites de la vente en ligne et vous êtes organisateur de l'expo Print is not dead que l'on peut visiter à une vingtaine de mètres de notre plateau TV. Donc, présentez-nous Print-O'Clock d'abord. Bonjour. Print-O'Clock, c'est une imprimerie en ligne. Donc, c'est un modèle pure player sur le web. On est numéro 2 sur le marché français, sur l'impression en ligne. Et à la base, on vendait des produits traditionnels à plat. 2D. Donc, 2D, tout à fait. Sur le salon, on distribue par exemple ce kit d'échantillons produits à nos revendeurs, donc, qui sont composés de produits papier, type carte de visite, flyer, dépliants, et de numérique grand format, donc tout ce qui est impression à plat et impression grand format sur support souple. Donc on est sur du 2D, enfin 3D grâce à l'apport de la finition, c'est-à-dire qu'on plie du papier pour en faire des livrets. Ça reste du fichier 2D. Ça reste du fichier 2D, absolument. Avec éventuellement un calque pour avoir des finitions particulières. Print-O'Clock, imprimeur à l'origine 2D. Exactement. Et parlez-nous de l'exposition Print is not dead. Donc vous avez lancé une exposition Print is not dead, ouverte à la création. Tout à fait. Donc déjà, félicitations pour votre sens de l'innovation. Ouverte à la création, et vous avez reçu, peut-être à votre grande surprise, beaucoup d'œuvres de création 3D.
Alors, pour la petite histoire, effectivement, au départ, on avait pensé, on est assez amateur de concours, type, là c'était un concours organisé sur Facebook. On avait pensé mobiliser notre communauté de graphistes autour d'un concept qui était de revaloriser un peu l'image du print et de chercher un peu de l'innovation autour du print. On est dans une filière qui souffre et qui a besoin de se renouveler. Donc l'idée c'était de placer le designer... Valoriser le print 2D, quoi, en fait. Voilà, valoriser la matière première, c'est-à-dire la création, et recentrer un petit peu le propos sur le créateur. Hein, sans journaliste, pas de journaux, sans graphiste, designer, pas de graphisme, pas de print. Absolument. Donc tout était parti de là, et on espérait trouver au travers de ces designers, de ces artistes, de nouvelles idées pour eux plus que pour nous. Au travers de la sublimation, au travers d'impression papier, pourquoi pas. Donc le champ était ouvert. Et puis on regardait un petit peu de loin l'impression 3D parce qu'on est très pris par nos métiers qui sont très chronophages. Et c'est vrai qu'on a eu aussi une étincelle, telle que vous l'évoquiez. Et là on s'est dit, là ça serait quand même dommage de passer à côté de la 3D, de la troisième dimension au niveau de ce concours. Donc on l'a ouvert aux créateurs 3D. Et c'est vrai qu'on a eu globalement un projet sur 2 en 3D. Donc on a senti vraiment que ça poussait fort de ce côté-là. Donc ça veut dire que la communauté des designers était déjà en place. Était déjà dans le 3D, puisque pour Exactement. pouvoir sortir dans des délais assez courts des objets 3D, donc ils étaient déjà sur... Voilà, exactement. En piste. Donc ça nous a fait un lien au niveau de notre offre. Ça nous a finalement, puisqu'on n'imprimait pas en 3D, donc clairement on a reçu des fichiers 3D qu'il a fallu exploiter, imprimer, présenter. Donc on s'est fait un petit peu violence volontairement pour se forcer à partir sur ce créneau-là qui nous paraissait être un créneau. Et donc vous avez fait l'acquisition d'une imprimante 3D. Alors on a offert une imprimante 3D aux lauréats, voilà, plus d'autres évidemment d'autres cadeaux. On n'a pas fait encore de choix sur le type d'impression. Aujourd'hui, on a lancé pour Graphitech l'impression 3D. Vous lancez à Graphitech, Print O'Clock lance l'impression 3D en ligne. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui un système qui permet à l'internaute de charger un fichier, de choisir son format, enfin les dimensions de son produit, les matières utilisées, les couleurs, et de générer dynamiquement un prix, et donc de produire, de le livrer chez lui. Sur quel type de produit vous visez? Quel type de production en fait? Alors, les masques non, peut-être non. pas encore. Non, pour nous, le marché tel qu'on le conçoit, alors ce que je voudrais dire déjà, c'est que je pense qu'on est très en retard pour tous les gens qui sont au niveau secteur de la communication. On est plutôt en retard pour en avoir parlé avec d'autres chefs d'entreprise qui sont plutôt dans les métiers de l'ingénierie. Ça fait des années qu'ils travaillent en 3D, et je vais peut-être faire peur en disant ça, mais aujourd'hui, ils sous-traitent déjà de l'impression 3D en Chine. Donc c'est vrai que quand on découvre l'impression 3D et qu'on voit qu'il y a déjà des transferts qui s'opèrent sur des pays à bas coût, là on se dit ne nous considérons pas comme des pionniers, mais par contre allons-y parce que c'est maintenant. Vite. Voilà. Et donc vous êtes convaincu que l'impression 3D présente un potentiel pour les imprimeurs ou pour les industries graphiques, pour certains acteurs des industries graphiques? Moi je crois que ça présente évidemment un enjeu et une opportunité exceptionnelle pour les pionniers, c'est-à-dire pour ceux qui vont faire l'effort d'aller vers cette technologie-là. Qu'ils soient imprimeurs ou pas, peu importe le problème, ce qu'il y a, c'est qu'il faut se poser les questions. Les projets n'arriveront pas sur un coin de table, ils ne vont pas tomber du ciel. Donc nous, notre démarche, c'est d'ouvrir pour l'instant sur l'ensemble de la filière et de nos clients pour voir un petit peu les attentes. Ce qu'on a pu déceler au niveau des offres qui sont aujourd'hui pertinentes, c'est d'une part tout le marché immobilier, oui. Tous les gens évidemment qui font des plans, des prototypes, alors que ce soit pour des promoteurs ou même pour des particuliers. Je ne sais pas si vous faites construire votre maison, peut-être que vous avez envie d'avoir un plan et de la visualiser en 3D. Oui. Et à plus forte raison, si vous avez un gros projet immobilier à présenter sur un appel d'offres, évidemment une impression 3D sera une plus-value indéniable, ça paraît évident. Donc sur ce créneau-là, c'est certain qu'il y a un marché. Donc CAO, DAO, architecture, bureau d'études, etc. Bien sûr.
le marché du SAV qui va complètement être révolutionné, on en parlera On en parlera tout à l'heure, absolument. Mais vous pensez vous lancer concrètement, ça y est, vous êtes lancé, vous pensez vous lancer dans quel type d'activité? Alors, nous, on a une clientèle B2B. Donc, on ne va pas faire l'acquisition d'une clientèle B2C. On parlait de Sculteo tout à l'heure, qui a un modèle économique plutôt orienté B2C, en tout cas une offre marketée B2C aujourd'hui, et donc avec le système un peu sur le modèle Shapeways américain de la place de marché. Donc concrètement, ce sont les graphistes designers qui déposent leurs projets et Shapeways, Sculteo qui impriment leurs créations. Nous, on va se spécialiser, on va se concentrer plutôt sur le B2B. D'accord, parlez-nous de vous. Voilà. Donc nous, on a identifié le marché immobilier comme étant vraiment un enjeu aujourd'hui. D'accord. Voilà, donc c'est a priori le marché que l'on vise aujourd'hui. Merci beaucoup Antoine. Vous allez pouvoir réintervenir au cours de la discussion. Je vais passer la parole à Emmanuel Vivier. Emmanuel Vivier, le fondateur ou cofondateur de Hub Institute, qui voyage à travers le monde pour découvrir les applications et les technologies de l'impression 3D. Ce qui fait qu'il m'a envoyé lundi soir la présentation de 51 pages à digérer un peu pour aujourd'hui. Mais c'était, au début je me suis dit voilà, c'est lourd, et c'était en réalité absolument passionnant. Félicitations. Donc Hub Institute, je lis, aide les marques à comprendre le futur du digital et du marketing. On est dans le vif du sujet. Vous réalisez des études de marché sur l'innovation technologique et vous avez produit, et c'est ce dont nous allons parler, une très belle étude dont est extraite les 51 slides, comment l'impression 3D va révolutionner le monde. Alors, résumez-nous les grandes lignes de votre étude, parce que là, je vous demande de bien rester assis, on va aller très très loin. Alors, vous présentez d'abord de multiples applications, des sous-vêtements, de la bijouterie, des armes, etc. Allons-y, quelques exemples, complétés pour Hub Institute si je n'ai pas été suffisamment précis. Non, voilà, on est un think tank de veille, mais effectivement, on va dire, je pense que la difficulté aujourd'hui pour la plupart des grandes marques, elles voient un peu le digital, j'ai un site web, une page Facebook, c'est ça dont on parle quand on parle de digital, et je pense qu'elles ne se rendent pas compte à quel point en fait tout est en train de se digitaliser. On l'a vu dans la musique par exemple, avant on vendait des CD, maintenant on vend des fichiers, les films, on vendait des cassettes, ou les jeux vidéo c'est la même chose, et en fait je pense que le retail est à peine en train de commencer à comprendre qu'en fait, toute une partie, je dis une partie, pas tout, mais quand même, aujourd'hui on prend un magasin Ikea, 50% d'un magasin Ikea c'est des trucs en plastique, pour être un peu vulgaire, c'est assez basique, plus ou moins articulé, plus ou moins sophistiqué, plus ou moins résistant avec différentes, on va dire, propriétés, mais en tout cas, potentiellement, souvent d'ailleurs, ça fait partie d'un fichier aussi 3D, sauf qu'ils font des grosses séries. Et donc là, c'est effectivement l'idée de dire, il y a aussi un nouveau domaine dans lequel, on va dire, la 3D va changer énormément de choses. Finalement, si je pousse les choses un petit peu loin, on va pouvoir téléporter des produits, puisque concrètement, j'ai un fichier, je peux le distribuer partout dans le monde, et quelqu'un en Australie, demain, effectivement, ce masque, cette lampe, va pouvoir dire, moi, j'achète ce fichier, comme sur iTunes, 2, 3, 4, 5 euros, j'ai soit un appareil qui me permet de le faire, soit j'ai un prestataire dans mon quartier qui me permet de le faire, ou soit j'envoie le fichier, on me le renvoie par la poste. Mais effectivement, aujourd'hui, il y a déjà des imprimantes depuis très longtemps, en tout cas ce type de technologie industrielle, mais ça coûtait quand même très cher, ça prenait beaucoup de place. Effectivement, on insiste en moins de 2 ans à énormément d'innovation, à la réduction des tailles et surtout à un prix d'accès. Aujourd'hui, il y a des imprimantes autour de 1500 $ déjà dans le grand public, et on parle déjà là de modèles à 200, 300, 400 $. Entre autres, les Chinois sont très très agressifs parce qu'ils se rendent bien compte qu'à terme, si tout le monde peut imprimer chez soi pas cher, tout ce qu'on envoyait là-bas en container pour se faire imprimer pas cher ou se faire construire pas cher va être repris par les pays. Oui, parce qu'en résumé, vous pensez que en fait, la 3D, je lis, va révolutionner les modes de livraison. C'est-à-dire que, et de stockage, que dans un futur plus ou moins proche ou plus ou moins éloigné, dans le magasin Ikea, il n'y aura plus les produits, mais le catalogue de produits, et on imprimera à la demande, mais des produits physiques. Tout à fait. En fait, si on regarde aujourd'hui, effectivement, pour des raisons de coût, souvent on avait tendance à faire produire en Asie ce qu'on avait designé en Europe. Nike, finalement, il fabrique pas de chaussures, il fabrique des designs de chaussures, il market des chaussures, mais la fabrication est faite par des prestataires. Mais c'est long, faut que ça revienne en container, etc., parce que c'est des grosses séries. Si demain, en gros,
c'est le consommateur qui imprime le produit directement chez lui, bah, j'ai plus besoin de logistique, j'ai plus besoin de grossistes, j'ai plus besoin d'importateurs, j'ai plus besoin... Oui, mais ça risque de poser un problème à Nike qui se fait déjà copier. Là, c'est plus la chaussure qui va se faire copier, c'est le fichier. Et c'est quand même plus simple de copier un fichier. Donc on va avoir des batailles juridiques et des copies et du piratage de fichiers 3D comme on a du piratage de musique ou de livres pour parler industrie graphique. Alors ça va poser plein de problèmes, ça c'est évident. Enfin, pour moi le meilleur exemple c'est l'industrie de la musique qui a pendant 10 ans essayé de résister à coups d'avocats contre le piratage, le téléchargement à l'unité, et il y a un moment c'est inéluctable. Après comment on l'accompagne, ça ne veut pas dire qu'heureusement tout le monde va perdre de l'argent et qu'on va pouvoir faire n'importe quoi, mais effectivement il va falloir accepter en tout cas que sur certains produits, peut-être que c'est un peu comme les iPhones, il y aura une application gratuite, il y aura un modèle de base gratuit, mais on voudra certains matériaux ou une meilleure réalisation, à ce moment-là on devra passer par un prestataire payant. Aujourd'hui il ne faut pas se leurrer sur des petites imprimantes, je ne sais pas si on peut... Vous pouvez nous la présenter à l'écran Voilà, donc ça c'est un exemple dont on a fait l'acquisition. Notre charmante caméra woman va se déplacer, ou on déplace la caméra comme vous voulez, l'imprimante, pardon. Voilà, donc voilà, ça c'est un modèle autour de $1 500. En fait c'est assez simple, on va juste attendre que la caméra arrive. Tout simplement, on va via une clé USB charger le fichier dans l'imprimante. On a une cartouche ici qui est remplie avec une bobine de film plastique. On va essayer de remettre, voilà. On a un petit plateau et en fait tout simplement via la buse ici qui va faire fondre le plastique, à partir du fichier on va déposer c'est ce qu'on a expliqué tout à l'heure, et à la fin on va avoir un objet. Alors généralement effectivement il y a un petit peu de support qu'on va dissoudre après pour pouvoir avoir l'objet. Alors on le voit, hein, c'est sympa, c'est pas encore en termes de finition parfait parce que c'est vraiment de l'entrée de gamme et heureusement il y a des produits beaucoup plus professionnels, mais c'est vrai que d'un seul coup ça permet aussi de changer un petit peu la façon pour le consommateur de consommer. D'un seul coup, c'est mon produit, peut-être plus moche, mais c'est un peu moi qui l'ai fait. Et puis ça veut aussi dire demain, pour justement, on en parlait, les pièces détachées, tous les petits trucs en plastique, ce qu'on appelle les bitoniaux, les morceaux d'appareil, le bouton qui a cassé, la petite gâchette, demain, je vais peut-être enfin pouvoir la remplacer assez facilement seul, au lieu de devoir jeter toute la machine qui est à condition d'avoir le fichier. Alors, à condition d'avoir le fichier, mais c'est de savoir le recréer. Voilà, mais alors peut-être que déjà on va nous apprendre le design 3D à l'école, je pense que ça va venir. Vous dites aussi alors que la 3D va permettre de créer, alors vous allez encore plus loin, va permettre de créer des organes humains de remplacement, voire des prothèses, voire des membres supplémentaires, sans jeu de mots. Dites-nous en plus. Alors aux États-Unis, il faut savoir, c'était présenté à la conférence TED il y a quelques mois, qu'ils ont déjà réussi à créer une vessie humaine en cellules. Donc ils ont une imprimante qui imprime avec des cellules, donc vos cellules tout simplement. Donc ça prend quelques heures et donc on a un vrai organe vivant qui est transplanté. C'est pas du plastique ou un élément de ce genre. Ils sont en train de travailler maintenant sur un rein qui est un peu plus complexe en termes d'irrigation vasculaire. Donc, mais c'est vraiment bientôt le cerveau en fait. Là, on commence vers la vessie et on monte au fur et à mesure. Alors, je sais pas pour le cerveau, mais ça montre que si on arrive alors évidemment, c'est encore un R&D, c'est pas disponible, on va dire, au grand public, mais ça montre un petit peu les possibilités assez phénoménales. L'armée américaine, par exemple, réfléchit à pouvoir imprimer de la nourriture, parce que là aussi, alors ça sera peut-être pas très appétissant, au moment où il y aura tous les nutriments à l'intérieur à la demande en fonction. Donc, en fait, c'est ça qui est assez hallucinant. Depuis quelques mois, on voit énormément d'innovation, énormément de créativité. Alors vous aurez votre imprimante chez vous, vous commanderez à Pizza Hut la pizza qui vous téléchargera le fichier 3D de la pizza. Exactement. Et vous l'imprimerez sur votre imprimante en fait. Exactement. Et effectivement, un des exemples les plus surprenants aux États-Unis, c'est que là-bas, vous connaissez leur passion pour les armes. Il y a quelqu'un qui s'est dit, pourquoi on ne pourrait pas imprimer une arme ? Et donc là, en fait, au début, c'était juste la partie avec la culasse. Et là, ils ont imprimé le premier pistolet 100% imprimé. Oui, alors pour le moment, ils tirent une cartouche. Oui, mais ils passent les contrôles. Alors, effectivement, ça pose d'autres problèmes, parce que ça veut dire qu'avant, il y avait des numéros de série, ils étaient traqués. Ça veut dire que là, peut-être que demain, n'importe qui pourra imprimer un fusil d'assaut chez lui dans sa chambre. Eric, qui a un avis à ce sujet-là, parce qu'en plus, Objet est une société
société israélienne, qui est un pays extrêmement sensible sur ces aspects de sécurité, et nous le comprenons. Est-ce que vous avez un commentaire rapide à apporter à cela? Parce qu'on en a beaucoup parlé, il y a eu un buzz dans les médias au sujet de l'arme imprimée en 3D. Enfin, pas de commentaire particulier, si ce n'est qu'en effet, on peut imaginer imprimer tout ce qu'on veut, même. Et les cellules... avec les limites de ce que la technologie peut faire, bien évidemment, on ne va pas faire aujourd'hui un char d'assaut imprimé en 3D, mais oui, à partir du moment où on peut tirer une balle, ça peut devenir dangereux. Hein, mais tout ça, ça fait partie, comme l'évoquait monsieur, de choses sur lesquelles on va s'adapter. La société va s'adapter. Les règles vont adapter. On a su protéger les droits d'auteur dans la migration du CD vers l'accès public. Donc on va savoir s'adapter en fonction des technologies, en régulant les choses. Ça fait partie des choses. Il y a toujours des extrêmes qui vont aller tester des choses qu'on ne voudrait pas voir. Dans le médical, si on commence à penser qu'on peut, plutôt que de faire les choses naturellement, imprimer en 3D un super petit embryon, par exemple, mais qui peut être fonctionnel au bout du compte, bon, on va peut-être avoir besoin de certaines régulations. Absolument. Peut-être pas tout de suite, mais dans quelques années. Merci beaucoup, Eric. Je repasse la parole à Emmanuel Vivier qui nous dit, pour terminer votre étude, vous affirmez que la 3D aura autant d'impact que l'invention de l'imprimerie par Gutenberg, c'est-à-dire que l'impression 2D, en quelque sorte. Hein. Donc, et vous invitez les entreprises à prendre part à cette renaissance. Alors, y compris les entreprises graphiques, parce que vous m'avez paru surpris qu'il n'y ait pas d'impression 3D plus que cela sur Graphitech. Alors oui, je pense que c'est évident. Enfin, l'impression 2D, c'était la possibilité de distribuer du savoir et de le rendre accessible à tout le monde, pas juste aux moines copistes, aux nobles. Donc ça a énormément aidé le transfert de connaissances. Si là, on arrive à rendre à quasiment, on va dire, à des amateurs un peu éclairés, on n'a encore pas, on va dire, ma mère va pas encore se mettre à l'impression de 3D, mais ça va peut-être venir. Mais ça veut dire que oui, d'un seul coup, on donne la capacité de créer des objets aux gens. Donc ça change quand même énormément les choses. Avant, ça coûtait très très cher. Il fallait une usine, une chaîne de production, etc. Et c'est évident que des gens peuvent avoir des idées, mais il y aura certainement beaucoup de travail pour les gens qui peuvent les aider à mieux les réaliser, à mieux les designer, à mieux reprendre les fichiers. Il y a un exemple aujourd'hui, c'est les Fab Labs. Donc c'est des laboratoires où on met à disposition un certain nombre de produits. Et l'idée, c'est que vous venez pas juste pour imprimer, on va vous aider, vous expliquer, vous accompagner. Donc là, je pense qu'il y a une vraie opportunité pour les Vous parliez de téléportation, ça m'a beaucoup plu parce qu'en fait, on téléporte pas encore des êtres humains, mais là, pour le coup, des objets. Quoi. En fait, on envoie un fichier à l'autre bout de la Terre et il s'imprime à distance. Quoi, Alors, un très bon exemple, c'est que là, ils sont en train d'installer une imprimante 3D dans la station spatiale. Tout simplement. Donc, ça veut vraiment dire, parce que c'est un peu compliqué d'envoyer un UPS quand vous avez oublié une pièce détachée là-haut. Donc, ça veut quand même dire qu'on va pouvoir bien téléporter un produit, une pièce, dans l'espace. Eric veut rajouter quelque chose. Je vois que vous aviez le micro. Non, ce sont de vrais exemples où en effet on fait de l'expérimentation, et en l'occurrence il s'agit d'une imprimante Stratasys. Et il y a des projets au sein de la NASA, on a des projets dans du design, ce que vous avez pu voir en effet par TED, la notion du 4D, où on peut rendre la matière beaucoup plus intelligente encore, où elle va pouvoir savoir évoluer en fonction de son environnement. Et pour revenir juste sur la question d'une mutation peut-être nécessaire pour les industries graphiques pour aller capter ce marché, c'est qu'il faut pouvoir adresser les bons interlocuteurs. Aujourd'hui, ceux qui adressent peut-être les besoins de l'impression, de communication imprimée, n'ont pas forcément en interlocuteurs ceux qui sont à l'origine de la conception des produits, des centres de recherche, de développement, de marketing, et là il y a un enjeu. Ni le service client, ni la R&D, voilà. Etc. Et autant on sait qu'il est facile d'adopter une technologie pour la présenter, autant il est compliqué pour une entreprise de se transformer et de se muter pour aller vers d'autres, même si ce sont les mêmes entreprises. Et vous en savez quelque chose, on se rappelle les débuts assez longs de l'impression numérique, qui était quand même une technologie, 2D j'entends, qui était une technologie très proche. Mais par contre, ce que je vois, c'est que l'accélération est beaucoup plus rapide en ce moment avec ça. Mais avec votre technologie, cette technologie, enfin Emmanuel, avance très 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 vite en fait. Le 3D, c'est un rythme énorme. Je sais pas. Ouais. Disons que ça existe depuis un moment, et là, effectivement, les 2 dernières années, c'est phénoménal. C'est chaque jour, il y a une annonce. Parce que d'un seul coup, comme tout le monde, que le marché devient suffisamment important, du coup, des startups, des entreprises y investissent, ça intéresse les clients, ça intéresse les créateurs, et donc il y a vraiment un écosystème en cercle vertueux qui développe très très vite les choses. Antoine, un commentaire, dernier commentaire. Oui, sur la partie de la chaîne graphique et des acteurs qu'on représente, on se rend compte
avec le public de graphistes, d'agences de com qui cherchent aujourd'hui vraiment de la valeur ajoutée. Les graphistes, les agences de com et les imprimeurs, vous avez vu des imprimeurs qui vous ont questionné sur l'impression 3D sur Graphitech pendant les 4 jours du salon? Alors, Réponse dans la très mesure, courte, oui ou non? dans la mesure où ils ont une activité aussi communication. D'accord. Simplement, je pense qu'il y a des choses, typiquement, moi j'ai voulu imprimer des cartes de visite en 3D. Donc ça répond vraiment à la notion de valeur ajoutée. Toute la chaîne, tous les graphistes, les revendeurs vont avoir besoin de se différencier avec la baisse des prix, l'effondrement des tarifs. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous pouvez apporter une réponse, Eric. Moi j'ai testé, j'ai pas réussi à imprimer en couleur mes cartes de visite en 3D. Pourtant, c'est clair que la carte de visite, c'est de suite l'échange, ce qui se passe quand vous donnez le support. Et là, de donner quelque chose en 3D, de suite, vous racontez une histoire, vous accrochez la personne si c'est votre souhait, quoi. Oui, alors nous, ça nous arrive de le faire de temps en temps, mais la réalité économique de cette application-là dans un univers tel que celui qu'on connaît, où l'exploitation de la carte de visite en soi, bon, il faut que ce soit, comment dire en anglais, relevant, il faut que ça parle. Oui. Le contenu, il faut qu'il soit parlant par rapport à ce qu'on souhaite communiquer en présentant une carte imprimée en 3D. On sait faire une impression à plat avec des volumes, des reliefs. On sait faire simuler même des éléments, comment ça s'appelle, de lithophanie. On va voir des éléments de relief, de transparence. On s'est amusé à le faire en démonstration avec des technologies d'impression 3D. Ça fonctionne. Maintenant, dire que c'est du gérable économiquement à taille importante, je ne sais pas. Moi, je pense qu'en fait, on a beaucoup parlé pour les technologies de type MGI et surtout Scodix d'impression 3D à un moment donné. Et là, on est de l'impression en relief. Et pour les cartes de visite, je pense que c'est plus adapté que l'impression purement 3D. C'est report sur un support papier de différents vernis, de différentes encres. Messieurs, le temps est passé. Merci infiniment pour votre participation. Merci de vous être déplacés. J'espère pour le public que vous, comme moi, avez appris beaucoup de choses. Là, je suis dans une autre dimension grâce à vous et à très bientôt. Merci pour ce dernier labo.